Dans une petite ville près de Fort Worth, au Texas, un camionneur quitte la maison. Il ne reviendra jamais. Les autorités craignent le pire. Pendant des semaines, les experts en criminalistique cherchent les plus petits indices, mais c'est dans leur propre cour qu'ils trouveront ce qu'ils cherchaient. Au Canada, 2 personnes meurent subitement de cause inconnue et leur décès pourrait ne pas être une coïncidence. Les détectives qui usent de leur intuition et des ressources scientifiques à leur disposition suivront une piste meurtrière jusqu'à l'autre bout de la planète. Les meurtriers tentent de dissimuler leurs actes pour éviter d'être poursuivis. Mais les experts en criminalistique disposent de techniques de pointe. Ils peuvent ainsi faire la lumière sur les crimes de ces tueurs silencieux. Dans cet épisode, certains noms ont été changés. Graham est situé dans les prairies à l'ouest de Fort Worth, au Texas. Cette petite ville typique du Far West est entourée de troupeaux d'élevage et de ranchs de chevaux. Ici, on se sent comme chez soi et les paysages sont si magnifiques qu'on a peine à imaginer qu'un crime pourrait y être commis. Le 20 janvier 1996, le bureau du shérif de Young County reçut un appel des parents de T.J. Ryan. Le jeune homme avait disparu et ils étaient fous d'inquiétude. T.J. mesurait 1,95 m, pesait plus de 135 kg et avait 27 ans. Il semblait s'être volatilisé. La mère de T.J. déclara à la police que celui-ci était camionneur pour une entreprise de transport d'animaux. Elle était inquiète parce qu'il ne s'était pas présenté au travail depuis plusieurs jours. Le shérif Carey Pettus de Young County fut le premier à se mettre à la recherche de T.J. Il connaissait la plupart des habitants du comté et avait déjà côtoyé le camionneur au tempérament doux. C'était un type bien. Ce jeune homme participait à des rodéos, il conduisait des camions de bétail et aidait à capturer les bêtes. Il avait toujours travaillé dans le domaine de l'agriculture. C'était un jeune homme comme tous les autres. Il portait toujours un grand chapeau et des bottes. Ne pas aller travailler sans en aviser ses employeurs était inhabituel pour T.J. La police espérait que ces derniers savaient quelque chose à son sujet. La patronne de T.J. déclara que sa petite amie, Helen Moore, avait appelé quelques jours plus tôt pour dire qu'il était souffrant et qu'il ne pouvait pas aller travailler. On a commencé à recueillir des informations sur lui. Avait-il des petites amies? Consommait-il de la drogue? Où donc pouvait-il être allé? Comme la patronne de T.J. avait déclaré que Helen Moore avait appelé pour dire qu'il était malade, le policier de l'État, Marshall Brown, et Gary Barnett, l'adjoint du shérif Carey Pettus, décidèrent de lui rendre visite. Helen et T.J. vivaient ensemble sur un petit ranch où ils avaient quelques animaux de basse-cour et des chevaux. Helen et T.J. vivaient ensemble depuis plus de 5 ans. Helen déclara aux policiers qu'ils s'étaient disputés à propos de leurs dépenses. Selon elle, il était parti furieux et elle ne l'avait pas revu depuis. Elle déclara à l'enquêteur Brown que ce n'était pas la première fois qu'ils se disputaient ainsi. Brown remarqua alors ce qui semblait être des taches de sang sur la galerie. Visiblement nerveuse, Helen expliqua qu'un chien errant s'était attaqué à leur cochon. Les blessures du cochon étaient si graves qu'il n'avait pas pu le sauver. Elle avait demandé à son fils de l'abattre. Helen déclara aux policiers qu'elle avait laissé la carcasse de la bête dans la remorque à chevaux. Brown voulait jeter un coup d'œil à l'intérieur de la maison.
Bien que tout semblât normal, le plancher attira son attention. On aurait dit que la moquette avait été enlevée depuis peu. Alan déclara que cette moquette était une des causes de dispute entre TJ et elle. Elle dit qu'il lui criait après parce que la moquette était sale et qu'elle tenait mal la maison. Pour lui faire plaisir, elle avait décidé d'arracher la moquette et de la sortir de la maison. Comme elle était trop lourde pour qu'elle puisse la tirer seule jusqu'au bord de la route, elle avait décidé de la brûler. Les enquêteurs n'avaient rien trouvé au ranch. Ils n'avaient pas progressé dans leurs recherches pour retrouver TJ. Mais la situation allait bientôt évoluer. Un habitant du secteur du lac Possum, dans le comté voisin de Palo Pinto, appela les autorités. Il avait vu ce qu'il croyait être la carcasse d'un chevreuil. La bête avait probablement été tuée par des braconniers qui se cachaient sur sa propriété. L'agent Noah Bragg fut dépêché sur les lieux. Il fut horrifié par ce qu'il aperçut parmi les broussailles. Barnett et Brown se mirent rapidement en route pour se rendre sur la scène du crime, craignant que le cas de personne disparue ne soit en fait un homicide. Quand ils arrivèrent, les policiers de Palo Pinto avaient déjà établi un périmètre de sécurité. Les enquêteurs remarquèrent immédiatement un détail étrange. Il n'y avait pas beaucoup de sang tout autour du torse. Comme le corps avait été démembré, les policiers croyaient que la victime avait été tuée ailleurs avant que son corps ne soit jeté dans ce pré. Des examens du torse permirent d'obtenir d'autres indices. La personne qui avait démembré le corps connaissait l'anatomie. Les jambes et l'arrière-train avaient été enlevés à partir de l'articulation. Il en allait de même avec les mains séparées des poignets. La tête et le cou de la victime étaient introuvables. Les enquêteurs remarquèrent alors des éraflures à la taille. L'agent Brown émit plusieurs hypothèses. Dans un crime relié au monde de la drogue, les meurtriers démembrent les corps pour nous empêcher de les identifier. Et c'est bien ce qui semblait s'être produit. On envoya le torse au bureau du coroner pour autopsie. Les enquêteurs devraient attendre les résultats des analyses d'ADN pour savoir s'il s'agissait bien du corps de TJ Ryan. Les experts recueillirent d'autres indices. Ils remarquèrent qu'il y avait autour du torse du chien-dent pied de poule, un fourrage fréquemment utilisé pour nourrir le bétail. On préleva également des échantillons de fumier et des aiguilles de figuier de Barbarie. On les envoya au labo pour analyse. Le policier de l'État Marshall Brown et son équipe trouvèrent alors d'autres indices particuliers. On a trouvé un sac de plastique noir juste à côté du torse et un morceau de bois sur lequel il y avait de la peinture rouge. On pouvait supposer qu'un véhicule avait roulé sur ce morceau de bois et que la peinture rouge provenait de la carrosserie du véhicule. C'est en somme tous les indices qu'on a trouvés sur les lieux. Les experts remarquèrent des traces de pneus dans la terre meuble. Il y avait 2 traces distinctes. C'était comme si une camionnette qui tirait une remorque s'était rendue à côté du torse. Au bureau du médecin légiste de Dallas County, on examina le torse. Les experts dressèrent un compte-rendu détaillé des blessures de la victime. On avait utilisé un couteau ou une scie à dents fines pour démembrer le corps. Les experts croyaient également que les éraflures à la taille de la victime avaient été causées par une corde.
on recueillit des échantillons d'ADN pour savoir s'il s'agissait bien du corps de T.J. Ryan. Les échantillons furent envoyés au labo pour analyse, de même que des échantillons de fluides biologiques pour des analyses toxicologiques en vue d'étayer la thèse de l'utilisation de drogue. Même si les enquêteurs étaient de vieux routiers, ils furent décontenancés par les résultats. Selon le rapport, on avait trouvé des doses mortelles de morphine dans le corps de la victime. On ignorait toujours l'identité de l'homme. La réponse se trouvait dans l'ADN, mais on devrait encore attendre quelques jours avant que les résultats des analyses soient disponibles. Au bureau du médecin légiste de Tarrant County, l'expert en chef du service d'analyse d'ADN, Carolyn Van Winkle, procéda à un test de paternité inversée pour identifier T.J. Ryan. Le shérif Peters menait maintenant officiellement une enquête pour meurtre. Il décida de retourner voir la dernière personne qui avait vu T.J. Ryan en vie, soit sa petite amie, Helen Moore. Il souhaitait obtenir des réponses. Le shérif Peters espérait également jeter un autre coup d'œil au ranch. Il était particulièrement intéressé par les taches de sang sur la galerie. Taches de sang qui, au dire de Moore, provenaient d'un cochon blessé. Les techniciens en scène de crime en prélevèrent un échantillon. Comme Helen Moore avait déclaré avoir transporté le cochon avec la remorque à chevaux, Peters la fit conduire à la fourrière de la police. Ainsi, des techniciens pourraient la fouiller minutieusement. Carolyn Van Winkle examina les échantillons de sang prélevés sur la galerie. L'analyse de Van Winkle confirma que le sang trouvé sur la galerie était bel et bien du sang de cochon. Il semblait donc que Helen Moore n'avait pas menti. Les membres de l'équipe judiciaire de Young County examinèrent la camionnette et la remorque du ranch de Helen. Ils découvrirent des aiguilles de figuier de Barbarie dans les sculptures des pneus. On recueillit des échantillons pour les comparer aux aiguilles trouvées près du torse de la victime. Les experts se rappelaient avoir trouvé du fumier près de la dépouille. Ils prélevèrent des échantillons de fumier. Ceux-ci contenaient des traces de ce qui ressemblait à de la peinture rouge. Tous les échantillons furent envoyés au labo pour analyse. L'enquêteur Vi Hamilcar emmena avec elle un chien renifleur afin de savoir si la remorque avait pu servir au transport d'un cadavre. On nous a demandé de chercher des indices dans la remorque et de déterminer s'il y avait des traces de sang ou de tissu de la victime. J'ai commencé par fouiller tout autour de la remorque avec Mercy. Ensuite, nous sommes montés à bord de la remorque et la chienne s'est agitée. La chienne confirma ce que les enquêteurs commençaient à soupçonner. On trouva du sang sur le plancher de la remorque et sur les essieux. On envoya les planches tachées de sang au labo pour vérifier s'il s'agissait de sang humain. Comme on avait trouvé des fragments de peinture rouge dans le fumier près du torse de la victime, on préleva des échantillons de peinture sur la remorque pour pratiquer des analyses. On compara aussi le rayon de braquage de la camionnette et de la remorque à celui du véhicule ayant laissé des traces de pneus sur la scène du crime. Les experts en déduisirent que la camionnette de Helen avait pu se trouver sur la scène. Il manquait toutefois une preuve formelle. Rien ne démontrait que Helen avait joué un rôle dans ce crime. Les enquêteurs concentrèrent à nouveau leurs efforts sur les personnes les plus proches de T.J. Ils examinèrent les finances de Helen Moore. Hey Gary, come here and look at this.
L'indice le plus prometteur était le fait que Helen Moore avait pris depuis peu une assurance de 150 000 $ sur la vie de son petit ami. Les enquêteurs pensaient maintenant être sur une bonne piste. Mais avant de procéder à une arrestation, ils devraient étayer leurs soupçons à l'aide d'analyses scientifiques. Au labo, Tam Garland examina les fragments de peinture prélevés sur le plancher de la remorque. On les compara aux fragments qui se trouvaient dans le fumier, là où on avait trouvé le torse de la victime. On a découvert ce que l'on croyait être des fragments de peinture rouge mélangés à des matières fécales. Le technicien a prélevé de la peinture dans la remorque pour pouvoir faire des comparaisons. Les fragments de peinture coïncidaient parfaitement. Cela diminuait considérablement les probabilités qu'un véhicule autre que celui de la suspecte ait pu se trouver dans le pré. Garland détermina que la bête avait mangé les fragments de peinture trouvés dans l'herbe et les avait ensuite évacués. La remorque de Helen s'était donc trouvée hors de tout doute sur les lieux du crime. Caroline Van Winkle préleva quant à elle des échantillons de sang du plancher de la remorque. Son analyse révéla la présence de 2 sortes de sang. Dans la remorque, on avait trouvé du sang sur le plancher et aussi sur les essieux. Ces échantillons ont été soumis à plusieurs analyses et nous y avons retrouvé à la fois du sang humain et du sang de cochon. Des analyses d'ADN subséquentes permirent de confirmer que le sang humain provenait de T.J. Ryan. Le shérif Pettus disposait maintenant d'une preuve formelle selon laquelle la remorque de Helen Moore avait servi au transport du corps de Ryan. Il pouvait procéder à l'arrestation de la jeune femme. Helen Moore fut arrêtée et accusée de meurtre. Le shérif Pettus devait maintenant procéder à la reconstitution des événements. Après avoir obtenu un mandat de perquisition, son équipe put commencer un examen détaillé de la maison de Helen et de TJ. On appliqua du luminol pour vérifier s'il y avait des traces de sang. On eut au fait de constater que Moore avait utilisé un javelisant pour nettoyer la maison, éliminant ainsi toute tache résiduelle. Tous les indices qui auraient pu démontrer que le meurtre avait été commis dans la maison semblaient avoir été effacés. Les détectives de Young County au Texas avaient arrêté Helen Moore et l'avaient accusée d'avoir tué son petit ami, T.J. Ryan. On avait retrouvé le torse de la victime dans un endroit isolé. Les experts en criminalistique avaient alors constaté qu'il y avait des doses mortelles de morphine dans son organisme. La police avait trouvé du sang de TJ dans la remorque de Moore. Les enquêteurs la soupçonnaient d'avoir nettoyé sa maison avec du javelisant, car l'analyse au luminol n'avait pas permis de savoir à quel endroit précis le meurtre avait été commis. Une fois encore, Vi Hummel Carr fit appel à son chien pour venir en aide aux enquêteurs. Dans la maison de Moore, Mercy a donné l'alerte en trouvant du sang près de la porte arrière où, apparemment, le corps aurait été traîné. La chienne s'est rendue à la chambre à coucher principale par le couloir, puis dans la chambre du garçon pour nous indiquer par où le corps était passé. La chienne sentit quelque chose sous une bordure de métal. Ils la retirèrent pour la faire examiner au labo. Dans la maison, ils trouvèrent également des flacons de morphine. Pettus apprit plus tard que l'ex-mari de Helen avait été atteint du cancer. Il utilisait ce médicament comme antidouleur.
laboratoire, on analysa des échantillons de sang prélevés sur la bordure de métal. Il s'agissait du sang de T.J. Ryan. Pour le shérif Pettus, il était évident que Helen Moore avait tué T.J. Ryan dans leur maison pour toucher son assurance vie. Il est aussi possible que T.J. et elle se soient disputés. Elle voulait acheter un autre cheval et devait emprunter de l'argent. Il lui aurait dit non. Je crois que c'est ce qui a été le déclencheur. Elle avait sans doute décidé de le faire, mais cette dispute a mis le feu aux poudres. Helen nia tout en bloc. Pettus lui montra alors les preuves que son équipe avait recueillies. Il ajouta qu'étant donné la nature irréfutable de ces indices, le procureur chercherait à la faire condamner à mort. Quand elle comprit qu'elle ne pouvait plus le nier, Helen Moore raconta au shérif comment la soirée s'était déroulée. T.J. se plaignait de douleurs au dos et Helen lui suggéra de prendre de la morphine. Elle lui en donna une dose mortelle. Les enfants étaient partis quand elle mit au point la façon dont elle allait se débarrasser du corps. Comme T.J. pesait plus de 135 kilos, il lui était impossible de le sortir toute seule. Elle entoura sa taille d'un lasso qu'elle attacha à sa camionnette. Après avoir sorti le corps de la maison, elle le hissa dans la remorque. Moore, qui avait dû débiter des animaux à maintes reprises dans sa vie, découpa le cadavre dans la remorque et se débarrassa des membres en les éparpillant dans 3 comtés différents. Helen Moore a été reconnue coupable de meurtre au 1er degré. Elle a été condamnée à la prison à vie et ne sera pas éligible à la libération conditionnelle avant 30 ans. Certains meurtriers trouvent leur proie près de chez eux. D'autres se rendent le plus loin possible pour tenter de cacher leurs crimes. La ville de Hamilton, au Canada, est située sur la rive nord du lac Ontario. Les gens qui y vivent sont originaires des 4 coins du monde. En 1996, les autorités découvrirent une façon très inhabituelle pour un meurtrier de perpétrer un crime. John Pierce, enquêteur d'une compagnie d'assurance, se rendit chez Natraj Sukhwinder, un homme originaire de l'Inde. Pierce avait besoin d'informations supplémentaires avant de donner suite à une réclamation d'assurance vie. En descendant de voiture, il eut l'impression qu'il était déjà venu à cet endroit. Son client, Ranjit Kella, était mort quelques semaines plus tôt d'une crise cardiaque et il avait nommé Sukhwinder bénéficiaire de sa police d'assurance vie de $100 000. Chacun des 2 hommes avait acheté une police d'assurance vie et ils s'étaient nommés l'un l'autre bénéficiaires de cette assurance advenant leur décès. Sukhwinder déclara à l'agent que Ranjit était son neveu et qu'il avait vécu chez lui. Pierce était perplexe car l'adresse sur le permis de conduire de Ranjit n'était pas la même.
Suckwinder lui expliqua alors que l'adresse du permis de conduire était celle de son frère. Son neveu avait vécu aux deux endroits. Pierce laissa des documents chez Suckwinder qui lui dit que son frère se trouvait en Inde et qu'il lui demanderait de venir clarifier tout cela dès son retour au Canada. Sur le trajet du retour au bureau, Pierce ne pouvait s'empêcher de trouver cette affaire suspecte. En arrivant, il demanda à son assistante de sortir le dossier de Suckwinder. Il l'examina et se rappela que ce client avait déjà rempli une réclamation pour une autre assurance vie seulement 16 mois plus tôt. La réclamation était au nom de sa femme, Priya. Tout comme le jeune homme, celle-ci était morte subitement. Mu par son instinct, il appela la police de Hamilton. L'enquête fut confiée au détective Warren Corral. Le fait qu'il y eut deux réclamations dans un aussi court laps de temps et que les polices aient été souscrites par le même homme était pour le moins étrange. Le détective Corral trouvait la situation suspecte. Les deux personnes mortes avaient présenté les mêmes symptômes. En outre, elles étaient toutes deux très jeunes et n'avaient aucun antécédent médical. Selon le rapport, Priya s'était plainte de violents maux de tête pendant quelques semaines. Elle avait pris un produit homéopathique pour réduire les douleurs. Un jour, elle s'était effondrée. En la trouvant ainsi, son mari, Natraj Suckwinder, avait aussitôt appelé le service d'urgence. Les médecins n'étaient pas parvenus à ranimer la jeune femme qui était tombée dans le coma. 4 jours plus tard, à la demande du mari, on avait cessé de la maintenir en vie et elle était morte. On procéda à une analyse toxicologique, mais on ne trouva aucune trace de drogue. On détermina que la cause de la mort était inconnue. Suckwinder fit incinérer le corps de sa femme et envoya les cendres en Inde. Malheureusement, l'autopsie n'avait pas répondu aux interrogations du détective Corral. Il décida alors d'examiner le passé de Suckwinder. En fouillant dans la base de données des crimes, il découvrit que Suckwinder avait déjà été arrêté pour violence conjugale. Il avait frappé Priya. Après avoir payé une amende, il avait été remis en liberté. Les détectives Corral et Dinsa examinèrent ensuite le dossier du décès du neveu de Suckwinder. Ils commencèrent par rendre visite à la veuve de Ranjit pour l'interroger sur la nuit au cours de laquelle son mari était mort. Elle déclara que Ranjit avait reçu des amis le même jour, dont son oncle Suckwinder. Le groupe s'était beaucoup amusé et avait bu abondamment. Mais la veuve de Ranjit déclara que celui-ci ne buvait jamais et que ce soir-là, il n'avait pas dérogé à ses principes. Après le départ des invités, il s'était plaint d'un mal de dos et il avait pris des cachets contre la douleur. Il s'apprêtait à se mettre au lit quand il s'était effondré. Elle déclara qu'elle avait demandé une ambulance pendant que son mari se tordait de douleur par terre. Ranjit mourut dans la salle des urgences. La cause officielle de son décès, une défaillance cardiaque. Bien qu'on imputât cette mort à une crise cardiaque, Ranjit, tout comme Priya, la première victime, avait été pris de violentes douleurs et avait absorbé des médicaments avant de s'effondrer. Les détectives se rendirent à l'hôpital général de Hamilton pour rencontrer le docteur King. Sa collègue, le docteur Chitra Rao, entendit les détectives l'interroger. Cette mort inexpliquée sema le doute dans son esprit. On a discuté de ce cas et il m'a demandé si j'avais des suggestions quant à la cause de la mort. Je me suis alors souvenu que dans le nord de l'Inde, à Zabulta,
Les 3 poisons les plus couramment utilisés sont la strychnine, l'arsenic et le chloroforme. J'ai alors suggéré que nous cherchions dans leur organisme ces 3 produits. Le détective Corral se demandait si les victimes pouvaient avoir été empoisonnées. Le médecin légiste David King, qui avait pratiqué les autopsies, donna au détective Corral des échantillons de tissu des 2 victimes, Priya Suckwinder et Ranjit Kela. Corral apporta les échantillons au Centre des sciences judiciaires pour qu'on pratique d'autres analyses toxicologiques. Il faudrait du temps avant d'avoir les résultats. À la suggestion du docteur Rao, Corral se mit d'abord à la recherche de strychnine. Ce poison provient d'une plante indigène de l'Inde. Comme on l'utilise dans les pesticides et les produits homéopathiques, il est facile de l'obtenir. Ce produit chimique mortel est interdit au Canada. Une petite quantité, comparable à 1/40e d'un cube de sucre, suffit à infliger une mort effroyable. C'est une mort atroce. Vous êtes conscient de ce qui vous arrive. Pendant que vous êtes pris de convulsions, vous savez ce qui vous attend. Les gens qui ont ingéré de la strychnine disent souvent « Je vais mourir, je vais mourir ». Les détectives rendirent ensuite visite à l'un des invités de la fête de Ranjit. Bien qu'il n'ait rien remarqué le soir de la mort de Ranjit, il se rappelait que Suckwinder avait donné un cachet à son neveu contre son mal de dos. Il déclara ensuite qu'une rumeur courait à l'effet que Suckwinder était retourné en Inde après la mort de Priya et qu'il s'y était remarié. Et il fit une autre révélation étonnante. Il avait également entendu dire que sa dernière femme était morte à son tour, exactement comme Ranjit et Priya. Cet ami de Ranjit croyait que Suckwinder avait touché l'assurance de l'autre épouse. 3 personnes étaient mortes. Il était facile de tirer des conclusions. À Hamilton, en Ontario, 2 jeunes immigrants indiens étaient morts subitement sans cause apparente. Le seul lien entre ces 2 victimes était Natraj Suckwinder, l'unique bénéficiaire des assurances vie des 2 victimes. Même si des rumeurs circulaient sur Suckwinder, on ne disposait d'aucune preuve contre lui. La seule piste solide était celle fournie par les analyses toxicologiques de la 2e victime, Ranjit Kela. On y avait décelé la présence de strychnine. Bien que ce produit fût illégal au Canada, il était très facile de se le procurer dans le pays d'origine de Suckwinder, l'Inde. Au Centre des sciences judiciaires, Joel Mayer examina les échantillons provenant des 2 victimes. King avait conservé des échantillons de sang de Ranjit. Mais comme Priya était morte près de 18 mois plus tôt, il ne restait pas de sang, seulement des échantillons de tissu. En raison de son matériel d'analyse limité, Mayer ne trouva pas de traces de strychnine dans les tissus de Priya. Il en trouva toutefois dans le sang de Ranjit. Les enquêteurs de Hamilton croyaient maintenant que le jeune homme avait été empoisonné, mais ils devraient le prouver. Et relier cette mort à celle de Priya, la femme de Suckwinder, était pratiquement impossible. Les enquêteurs étaient convaincus qu'ils avaient affaire à un meurtrier qui n'hésiterait pas à tuer de nouveau. Ils se trouvaient dans une impasse et ils craignaient de ne pas pouvoir arrêter le coupable. Suite à la découverte de poison, Corral et Dinsa décidèrent de retourner interroger Suckwinder. Ce vendeur de voitures usagées fut coopératif jusqu'à ce qu'on lui demande s'il connaissait un poison du nom de strychnine. Warren lui a parlé en anglais.
Plus on lui posait de questions et moins ça allait bien. C'est à ce moment-là que je suis intervenu et que je lui ai dit que je parlais le Pendjabi, sa langue maternelle. Je ne crois pas qu'il s'attendait à cela, parce qu'il a semblé ébranlé. Comme je pouvais discuter avec lui, il ne pouvait plus se défiler. Sukhwinder reconnut qu'il avait rendu visite à Ranjit le soir de sa mort, mais il nia lui avoir donné une pilule pour son mal de dos. Quand on lui demanda de parler de sa femme, Priya, Sukhwinder devint soudain triste. Les enquêteurs ne croyaient pas à la sincérité des sentiments de Sukhwinder. Ils eurent encore plus de soupçons à son égard à la suite de ses réponses évasives. Mais cela ne constituait pas des preuves. Les enquêteurs voulaient vérifier les rumeurs entourant Sukhwinder. Pour ce faire, ils devraient aller au bout du monde. Coral et Dinsa appelèrent Pierre Carrier, l'agent de liaison du Haut-Commissariat du Canada à New Delhi, pour obtenir des informations sur Sukhwinder. Pierre Carrier leur envoya un fax d'Interpol. Les rumeurs sur Sukhwinder étaient bien fondées. Il avait un passé inquiétant. Il s'était remarié et sa seconde épouse était morte subitement, exactement comme Priya. Les enquêteurs apprirent également que ses deux fils étaient morts mystérieusement peu de temps après leur naissance. Ainsi donc, Sukhwinder avait peut-être tué non seulement une autre femme, mais également ses deux jeunes enfants. Le voyage en Inde de Sukhwinder confirmait aussi qu'il avait pu se procurer facilement de la strychnine, le poison trouvé dans le sang de son neveu. Pour Dinsa et Coral, il était impératif d'aller en Inde pour y recueillir davantage d'informations sur les décès des autres membres de la famille du suspect. On voulait découvrir la cause de ces décès et en connaître les circonstances. On a aussi appris que la deuxième femme, celle qu'il avait mariée en Inde, avait donné naissance à des jumeaux, morts eux aussi. On voulait donc connaître la cause de ces morts et les circonstances dans lesquelles elles étaient survenues. On désirait aussi découvrir pourquoi il s'était marié aussi vite après la mort de sa première femme. Les enquêteurs apprirent que les symptômes de la deuxième épouse de Sukhwinder étaient identiques à ceux de Priya et de Ranjit. Ils purent aussi constater à quel point il était facile de se procurer de la strychnine. La strychnine provient d'une plante indigène de l'Inde. Elle est extraite de la noix du vomiquier, un arbrisseau qui croît dans le nord-est de l'Inde. Elle est facile à trouver. Elle est principalement utilisée dans des traitements homéopathiques. On la trouve aussi à l'état brut. Parfois, on s'en sert pour tuer des animaux. On peut s'en procurer dans les boutiques d'aliments naturels et les comptoirs de produits homéopathiques en Inde. Pour pouvoir faire inculper le suspect du meurtre de Priya, Coral et Dinsa devaient prouver hors de tout doute que le poison était présent dans ses tissus. Il fallait espérer que la criminalistique leur fournirait cette preuve. À Hamilton, en Ontario, les détectives Coral et Dinsa étaient au cœur d'une enquête suite à 5 décès inexpliqués.
Ils avaient trouvé de la strychnine dans le sang de l'une des victimes et croyaient que les 4 autres avaient aussi été empoisonnés. Tous les indices pointaient vers Natraj Sukhwinder, mais il ne serait pas facile de prouver que c'était lui qui avait administré le poison mortel. Les enquêteurs contactèrent Frederick Readers, un toxicologue réputé de Pennsylvanie qui disposait de matériel ultra sophistiqué et calibré pour déceler les quantités les plus infimes de substances. Readers commença par examiner le petit échantillon de tissu de Priya, la femme de Sukhwinder. C'était un procédé qui demandait énormément d'attention. Avec cette méthode, il put déterminer que l'organisme de Priya contenait une dose importante de strychnine au moment de sa mort. Coral et Dinsa disposaient de la preuve nécessaire à l'arrestation de Sukhwinder pour les meurtres de son neveu et de sa femme. Malgré plusieurs heures d'interrogatoire, Sukhwinder maintint qu'il était innocent. Il a été très prudent en donnant sa déposition. Il a maintenu qu'il n'avait pas tué ces personnes. Il n'avait pas tué son épouse, ni Ranjit. Quant au décès en Inde, ce n'était, selon ses dires, qu'une pure coïncidence. Coral et Dinsa obtinrent un mandat de perquisition de la maison. Ils y trouvèrent de nombreux éléments qui corroboraient leur hypothèse. Ils espéraient trouver quelque indice qui démontrerait que le suspect avait accès de la strychnine. Sur notre mandat de perquisition, il était indiqué qu'on recherchait de la strychnine ou toute documentation sur ce poison. Mais nous n'avons trouvé ni l'une ni l'autre. On a toutefois découvert des mortiers et des pilons. Ce n'est pas inhabituel chez des Indiens, car ceux-ci broient des épices tous les jours qu'ils mettent dans leurs recettes. On a émis l'hypothèse qu'il avait peut-être broyé des noix vomiques dans ces mortiers. Ensuite, il avait mis la poudre obtenue dans des capsules de gélatine avant de les donner aux victimes. Les détectives remirent les indices recueillis aux experts dans l'espoir qu'on trouve des traces de poison. Sukhwinder semblait avoir bien brouillé les pistes. Mayer ne trouva aucune trace de strychnine. Toutefois, le fait qu'on ait trouvé ces objets chez lui, en plus d'autres indices contre lui, fournissait aux enquêteurs une image assez précise de la façon dont il s'y prenait pour tuer ses victimes. Sukhwinder savait que sa femme prenait des médicaments pour ses maux de tête. Il a moulu la strychnine dans son mortier. Puis, il a mis cette poudre fatale dans les capsules de sa femme. Il a aussi offert un remède à Ranjit pour soulager ses maux de dos. Le pauvre homme ignorait que les capsules qu'il prenait contenaient de la strychnine. En juillet 2001, Sukhwinder a été reconnu coupable du meurtre de sa femme. Il a été condamné à la prison à vie. Plus tard, la même année, il a été condamné à une autre peine de réclusion à vie pour le meurtre de Ranjit Kella. Cela a été une expérience exaltante. On a mené un dur combat, mais la victoire a été extraordinaire. On était soulagés, bien sûr, parce qu'on avait eu de nombreux problèmes. Pendant toute l'enquête et aussi tout le procès, on était inquiets. Mais quand on a remporté cette cause, on a ressenti un immense soulagement. Et quand on a remporté la deuxième cause, on était fous de joie. Même s'il faut bien peu de poison pour tuer quelqu'un, il en reste toujours des traces que les scientifiques peuvent déceler. Grâce à ce travail, les tueurs de l'ombre et leurs crimes
se retrouve en pleine lumière.